C'est parti. Ok, c'est parti. Donc, nous sommes dans les secrets d'endurance, by Nolio, le podcast des secrets d'endurance. Et on a l'immense joie, et vraiment une immense joie d'accueillir avec nous Blandine Lirondelle. Alors, Blandine, bonjour, comment tu vas? Eh ben, salut Eric, écoute, cette immense joie est partagée parce que je suis aussi très contente de faire ce podcast aujourd'hui avec toi et puis je vais très bien et toi? Écoute, ma foi, je suis, je suis très heureux. Et puis, bah, en fait, comme j'ai l'habitude de faire cette petite introduction. Blandine, ta mission, hein, si tu l'acceptes, c'est de nous en dire plus sur l'exploration mentale, c'est-à-dire quels sont tes comportements, tes émotions, voire les décisions lorsque tu pratiques le trail à l'entraînement ou en compétition. En résumé, quel est ton mindset? Alors, la première question que je pose à tous mes invités, c'est comment pourrais-tu te présenter rapidement à nos auditeurs? Qui est Blandine Lirandel en quelques mots ou en quelques phrases? Alors moi, enfin, je pense que tous ceux qui me connaissent savent que le mot rapidement, c'est un peu compliqué. Enfin, je te parle pas en course, hein, mais quand il s'agit de parler. Donc, rapidement, je m'appelle Blandine Lirondelle, j'ai 31 ans. Là, actuellement, j'habite en Lozère, donc une région magnifique, mais très peu connue et qui est un peu au centre, en bas de la France, si on C'est à regarde Mende, sur une hein, c'est ça? carte. C'est à Mende, à la ville de Amande. Mende. Mende, on dit Mende, hein. Mande, on dit Ouais, c'est pareil. ça, Marvejols-Mende, je connais. Exactement. Mais je suis originaire de Normandie. Bon, je le précise parce que j'ai quand même vécu la plus grande partie de ma vie jusqu'à mes 25 ans en Normandie. J'ai eu la chance et de découvrir le trail quand je suis partie vivre à La Réunion. Donc, je crois que tu connais très bien La Réunion, n'est-ce pas? Un petit peu. Euh, pour faire mes études enfin, pour me faire ma spécialité de gynécologue lors de mes études de médecine. Donc, je suis aussi gynécologue obstétricienne enfin, dans la moitié du temps et mon autre moitié du temps, je suis traileuse, je pratique le trail. Notamment à haut niveau parce que entre autres je suis la championne du monde actuelle de trail long, titre que je vais remettre en jeu d'ici quelques mois. Ouais, c'est vrai Euh, qu'on est là, il y a des grosses échéances qui arrivent, il y a les championnats de France oui, bientôt, je crois que tu te prépares pour ça, puis éventuellement les championnats du monde, hein, mais je dis pas éventuellement, c'est sûr même. exactement, Mhm. exactement. À voir si ma condition dans quelques mois le permet, mais bon, a priori, pour l'instant, pas de bobo, pas de douleur, et puis tout va bien, donc on croise les doigts pour que ça tienne jusque-là. Alors, merci. Étant jeune ou moins jeune, en fait, qu'est-ce qui t'a attiré dans le secteur de l'endurance? Des efforts longs, hein, ou éventuellement un petit peu de cette sorte d'aventure qu'on peut parler de l'effort long, et qui t'a permis de remporter deux titres de championne du monde, on le rappelle, de trail en 2019 et en 2022. C'est bien ça? Oui, c'est ça exactement. Euh, En fait, ce qui m'a emmené dans les efforts longs, enfin, dès que j'ai commencé le trail, comme je t'ai dit, c'était à La Réunion. Et j'avoue que j'ai eu un petit peu ce... Il faut pas faire ce que j'ai fait. Il faut pas débuter comme je l'ai fait parce que de suite, moi, j'ai démarré directement le long. Je pense que j'ai été un peu influencée par cet aspect qu'on a du trail quand quand on débute, il faut toujours en faire plus. Et alors surtout à La Réunion, voilà, c'est le Grand Raid ou le Bourbon. Voilà, c'est toujours un peu l'histoire voilà, du plus. Et moi, quand j'ai commencé la course à pied en 2000, en 2016, ne serait-ce qu'au bout d'un an, j'ai commencé à faire le Bourbon, par exemple, tu vois, alors que j'avais jamais fait de... Enfin, je faisais pas de sport avant, etc. Et du coup, pendant mes années comme ça, où je pratiquais vraiment en tant qu'amateur, hein, coureur récréatif, j'ai fait du long. Et c'est vrai que pour moi, j'imaginais pas faire du trail si c'était moins de 60 km. Voilà, j'avais pas j'avais pas ce ressenti d'être allé au bout de moi-même ou de m'être donné un challenge. Donc là, ça va être bon, hein, c'est encore un autre débat hein, maintenant. C'est la Euh, perception du long. C'était un peu normal d'être à La Réunion et finalement de faire des épreuves longues. C'était ça. voilà, exactement.
Et puis bon, pour faire un peu de façon abrégée, quand je suis retournée en métropole et qu'en 2019, ben, j'ai commencé un peu à découvrir ce potentiel que j'avais et à me faire. Et lorsqu'on a aussi découvert ça et que je me suis mise à faire du haut niveau, notamment avec mon titre de championne du monde sur une épreuve de 40 km. Là, j'ai été un peu mieux encadré, notamment par Les Philippe Propage, propages, qu'on salue qui me d'ailleurs. dit, bon, on va arrêter ces bêtises, là, on va reprendre dès le début les bases et on va recommencer par du court. Et donc, j'ai fait du court, donc j'ai refait voilà, de la course en montagne, du trail court, des 40, 50 km grand maximum, jusqu'à l'année dernière. Là, j'ai dit, bon, bah, ça va, ça fait 3 4 ans que j'ai repris les choses un peu de façon vraiment plus cadrée. Et l'envie, voilà, me venait de refaire du long parce que oui, Mhm. j'aime ce côté. J'en avais un peu marre de partir sur des épreuves où je savais que j'allais être à la bataille mentalement et physiquement pendant 2, 3, 4 heures. J'avais envie de retrouver ce goût d'être un peu dans enfin, la zone de confort. On n'y est jamais Mhm. vraiment, mais voilà, de retrouver voilà, des efforts plus cool, d'avoir le temps Moins et puis de d'intensité, passer peut-être, c'est moins ça? d'intensité. Et puis voilà, de passer à autre chose, pour moi, c'est quand même une discipline encore différente. J'ai envie de découvrir un autre effort, de partir sur une course où c'était plus l'effort physique et le goût du lactique, mais une aventure où on va voilà, passer par toutes les phases. Et donc c'est pour ça que progressivement, je suis en train d'augmenter les distances. Moi, je suis pas encore fait, j'ai pas encore fait d'ultra. D'ailleurs, j'ai même jamais fait. Même quand j'ai fait du long, le plus long que j'avais fait, c'était le Bourbon. Bon, cela dit, j'avais fait en 27 heures, je crois. Enfin, voilà. Le Bourbon, ça a été très compliqué. Donc finalement, j'ai vécu, Le j'ai trail j'ai de vécu une Bourbon à seule La fois Réunion, hein, c'est à la plus Bourbon, de 100 à La km. Réunion, ouais. Voilà, c'est ça. Exactement. Mais là, voilà, j'ai fait l'année dernière la CCC et puis les championnats du monde de 80 sur 80 km. Là, je me rapprête à faire 80 km. Et effectivement, voilà, j'ai beaucoup de plaisir à faire des efforts longs parce que ouais, c'est une gestion tout à fait différente. Ouais, tu as démarré finalement assez tard parce que tu parles de 2016, c'est pas si éloigné que ça. Tu as démarré par le long et puis après tu as restructuré en fait avec Philippe Propage. C'est bien ça l'entraînement pour devenir un petit peu plus performante. Mais je sens pas forcément comme une frustration, mais finalement le désir explorer plutôt le secteur de l'endurance plutôt que des efforts, on va dire, très courts, très compétitifs, entre guillemets, sur de l'intensité haute. J'ai comme cette impression-là. Ah oui, mais tout à fait. De toute façon, moi, ça m'a aussi fait plaisir quand je faisais du long parce que finalement, je voulais faire un peu comme, ouais, enfin, entre guillemets, comme tout le monde ou c'est un peu ce que je désole aussi de nos jours dans le trail, c'est toujours la surenchère, quoi. On a Mhm. l'impression qu'il faut augmenter les distances pour réussir à avoir une certaine fierté ou de retrouver un peu le dépassement de soi, alors que je trouve qu'on peut le retrouver aussi sur du court. Alors, Il est donc là, je me différent. perds. Il est C'est, peut-être c'est- différent, c'est ça, non? Le dépassement de soi voilà, mais sur en du fait, court. Mhm. exactement, moi, ça m'a fait vraiment plaisir de retourner sur du court. Même je me disais, mais en fait, c'est super le court parce qu'on peut faire plus enfin, on peut plus facilement enchaîner. Quand on finit un trail de 30 km, c'est pas pareil que quand on finit un trail de 100 km. J'aimais aussi ce goût un peu, bah ouais, compétition, ce goût de l'effort, de retrouver les sensations de courir vite, d'avoir. Ça m'avait vraiment plu. Mais voilà, je suis quelqu'un qui aime aussi varier. Et c'est aussi pour ça que j'ai envie de passer sur du long. Après, regarde, je te dis ça, là, qu'est-ce que je fais? Je fais des crosses hein, à cette saison d'hiver. Donc, j'aime bien changer. Moi, j'aime bien varier. Tu veux Euh, pas tomber dans la lassitude, j'ai l'impression. voilà, Peut-être exactement. qu'on y Et reviendra, puis, peut-être par rapport aussi au travail et puis au quotidien, peut-être aussi, envie de sortir aussi, d'aller explorer autre chose. exactement. Et puis bon bah et j'ai commencé comme tu l'as dit hein, j'ai commencé un peu tard et du coup bah même si ça fait entre guillemets que 4 ans
N'empêche que là, maintenant, je viens d'avoir 32 ans tout fraîchement. Que bah, derrière, je sais que moi, j'ai pas envie de faire ça, d'orienter toute ma vie autour de ça, qu'il y a un moment où j'aurai envie d'avoir une autre vie, une vie de famille, etc. Et que bah, si un jour j'ai envie d'aller m'explorer sur de l'ultra, je pense que c'est maintenant voilà, qu'il faut que j'essaie. Donc voilà, c'est pour ça que Hmm. je me teste à l'ultra Super, merci. maintenant. On va continuer, on va aller un petit peu plus en profondeur si tu veux bien. C'est que en fait, on va justement dans le secteur de l'ultra-distance et on va aussi dans le secteur du mental. Et moi, la question que je pose à tous mes invités, et on y reviendra, on aurait approfondir à ce sujet, mais pour toi, c'est quoi le mental? Est-ce que tu pourrais, toi, le définir? Est-ce que tu as une certaine expérience dans ce domaine? Je sais que la question n'est pas tout le temps facile à répondre. Non, parce qu'effectivement, comme je te l'ai dit avant, j'avais déjà écouté de tes podcasts et quand j'entendais cette question, je me dis, mais c'est Oui, tu t'en vachement doutais. vaste. Je suis bête parce que j'ai même pas pris le temps d'essayer de trouver une réponse parce que voilà, c'est très vaste. C'est Le pas mental, grave. je pense que, enfin, j'ai essayé d'y réfléchir. En fait, j'ai essayé d'y réfléchir, mais j'ai pas trouvé de réponse. Mais en y réfléchissant, les conclusions que j'en avais tirées, c'est que je pense que ça peut être déjà très différent d'une personne à une autre. En fait, il y a des personnes, leur mental, ça va être d'arriver à gérer le stress, gérer la pression, gérer les émotions. Moi, j'ai pas trop l'impression d'être quelqu'un de stressé, etc. Donc, ça va pas être ça. Euh, mais ça va être... ouais, c'est super vaste quand même. D'arriver à... comment Oui, dire? elle est difficile la question Ouais, toujours. elle est difficile. Mais laisse-toi le temps parce que tu sais, avoir le temps dans son espace mental, le cortex, il a besoin, le préfrontal, il a besoin de travailler, d'aller chercher un peu des idées derrière. On est comme un entonnoir, hein, tu vois. Mais en fait, je pense que ce qui fait ma force mentale, parce que moi, vraiment, je me demande, j'ai pas l'impression d'avoir des d'être hors norme physiquement. Par contre, je pense qu'il fait peut-être la différence, c'est que mentalement, je suis assez solide. Et pourquoi? Parce que je pense que j'arrive à relativiser beaucoup, en fait. Et ça, je pense que c'est de par mon passé, de par mes études, de par mon métier et aussi de par la vision que j'ai de la vie. Et en fait, voilà, je pense que le mental, des fois, c'est réussi à relativiser, à se dire, bon, bah, en fait, voilà, en fait, si je suis là actuellement sur une course, voilà, sur une course qui va être un petit peu, où tu vas être passé par des phases un petit peu difficiles, c'est de te dire, bon, en fait, personne n'est obligé d'être là. J'avais envie d'être là. C'est moi qui ai décidé. Donc voilà, essaie de continuer à avoir du plaisir. Si tu ne trouves pas, trouve pourquoi tu fais ça, pourquoi tu veux continuer, voilà, pourquoi est-ce que tu avais décidé de faire cette course, de se dire, bon, en fait, si jamais ça va pas du tout, et là, tu es vraiment dans une phase où ça va pas du tout, en fait, si tu abandonnes, qu'est-ce qui va se passer derrière? Rien, la vie continue, demain, tu vas te remettre à travailler. Et moi, voilà, je pense que c'est sa façon de relativiser des fois sur les choses. Et en fait, finalement, de relativiser, ben, je vais toujours retrouver de la force. Et je te dis, en fait, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je fais une course et qu'il y a un moment de passage à vide, je me dis, qu'est-ce que ça fait si j'abandonne? J'ai toujours cette question de, et là, qu'est-ce que ça fait si j'abandonne? Donc, j'ai Tu toujours te la en tête poses quand cette même. histoire de Mhm. l'abandon. Je me la pose, mais Mhm. alors, ça va pas du tout me dire, je Ça, me la pose, mais je vais jamais, enfin, j'ai rarement abandonné. Enfin, j'ai ça très, te très rarement perturbe pas, abandonné. en fait, de te la poser? Non, C'est-à-dire que c'est pas une ça- pensée parasite, on va dire? C'est ce qu'on absolument appellerait. pas. Mhm. C'est pas du tout D'accord. une pensée parasite, c'est de Mhm. me dire qu'est-ce qui peut se passer de pire en fait. Bah, le pire là, si vraiment ça va pas, au pire, enfin, tu abandonnes. Et quand bien même j'abandonne, qu'est-ce que ça va se passer? Bah, en fait, c'est pas bien grave. Mais de toute façon, en fait, finalement, bah oui, en fait, j'ai pas envie d'abandonner parce que je suis bien. Donc non, c'est pas une pensée parasite. C'est C'est, peut-être un c'est- peu brouillon ce que je suis en train de te Non, dire, non, je pense que là, mais je me est-ce que t'es pas Blandine Lirondelle, c'est pas dans la logique de la pensée et d'acceptation? C'est-à-dire finalement, tu te construis quelque chose où tu acceptes les choses comme elles viennent dans le temps présent. C'est un petit peu ça? voilà, voilà, exactement. Mais voilà, c'est relativiser, se dire que si je passe dans un passage difficile, c'est qu'en fait, je savais que ça allait de toute façon se passer comme ça et que c'est moi qui l'ai décidé et et que voilà, il y a bien pire dans la vie. Ouais, c'est peut-être Hein. ça, le mental, réussir à surpasser les moments difficiles par plein de moyens.
Après, si tu me poses une façon plus générale, voilà, c'est la gestion du stress, des émotions, Mhm. qui est très important. Euh, Mais voilà. je te rassure, il n'y a pas forcément des bonnes ou des mauvaises réponses. Et puis, certaines personnes, certains athlètes n'ont pas forcément besoin d'être accompagnés mentalement. Tout dépend aussi finalement comment on vit sa compétition et si tu la vis bien, finalement, tu es dans une sorte d'acceptation et tu as déjà mis en place, toi, peut-être des outils. Souvent, ce sont les pensées qui viennent, qui sont assez parasites et qui nous parasitent finalement parce qu'on a un mode de pensée sur la fonction exécutive, c'est-à-dire qu'on a l'émotionnel d'abord qui va travailler beaucoup et après, on a une fonction, une décision qu'on va prendre derrière. Donc, la réponse est tout à fait adaptée sur le fait de dire, voilà, je ne me pose pas forcément la question finalement que ce soit une pensée parasite et de ne pas se perturber plus que ça le cerveau. Alors, moi, je voulais aller un petit peu plus loin parce que finalement, si on part de ce côté mental, explorer ce côté mental qui est très très vaste parce que peu de personnes finalement et c'est une bonne chose, vont dire c'est ça le mental. On parle d'outils, on parle tu l'as évoqué, de certaines pensées, de certaines choses qu'on va mettre finalement, qu'on va faire un bricolage personnel. Moi, je voudrais savoir, est-ce que tu aurais une anecdote, une histoire particulière où tu aurais pu justement explorer ce petit côté-là dans une course ou finalement dans ta vie quotidienne? Alors. Excuse-moi, Je j'avais dit t'en un truc. prie. Vous avez dû reprendre le chien, Faut je voulais gérer, la mettre dehors. faut gérer les Euh, animaux, c'est ça en même alors, temps. la petite anecdote, tu m'as dit Ouais. par rapport à... Oui, bah, une anecdote que tu aurais eue par rapport à l'exploration de ce côté mental. Comment tu l'aurais vécu, comment tu l'as abordé? Alors, voilà, je sais que par exemple, on- alors j'allais un petit peu plus loin, j'ai quand même préparé des petites choses, mais je t'ai vu sur la CCC, notamment l'année passée, en 2022, craquer un petit peu émotionnellement et puis te relancer. Donc, on pourrait dire qu'à un moment donné, tu as quand même trouvé des ressources. Est-ce qu'on pourrait parler un petit peu par exemple, de cette anecdote? Tu veux dire au cours de la CCC, là, la Oui, moitié de course oui, où j'ai... oui, oui, oui. Euh, alors, la moitié de course, enfin, en fait, j'aurais dit autre chose. Tu as voulu Mhm. m'orienter vers la CCC, Ouais, je mais suis je pensais désolé, mais sûrement à c'était autre pour. chose. Non, en l'occurrence, la CCC, j'ai fait une mauvaise gestion. Je pense que j'ai fait une petite hypoglycémie. C'était purement physique. Mentalement, ça allait très bien, moi. La CCC, vraiment, il y avait une super ambiance. Enfin, j'ai vraiment pas craqué mentalement. Moi, je pense qu'il y a aussi j'y repense, mais voilà, ça va être un peu un brouillon tout ce que je vais dire, parce que c'est plein de petites choses qui me viennent comme ça par C'est l'esprit. très Mais bien. moi, quand je cours beaucoup pour les autres. En fait, j'aime énormément retransmettre des émotions. Notamment, je le vois avec mon conjoint, là, Mathieu. C'est incroyable ce que j'arrive à lui retransmettre et je trouve ça tellement beau, ou que ce soit ma famille ou mes amis. Et quand je fais une course comme la CCC où il y a toujours du monde partout et que je vois les gens et que tout le monde qu'il y a mon entourage, mon staff, enfin, il y avait toute la team Evadict qui était là et toujours présent. Et moi, voilà, ça m'a vraiment poussé jusqu'au bout. J'ai pas vraiment eu de passage à vide mentalement, c'était plutôt physique. Mais finalement, le mental était là. J'avais vraiment envie d'aller au bout et de me battre. Donc ça n'a pas été très compliqué mentalement sur la CCC. Par contre, pour la petite anecdote, ce que je voulais dire, je pense que c'était... On va revenir à mes tout débuts, en 2019. Parce qu'en fait, en 2019, je suis je suis devenue athlète de haut niveau enfin, en fait, je suis passée de inconnue à championne du monde Très rapidement, c'est ça? en une journée, quoi, en fait, hein, Mhm. en une journée. Moi, j'avais entre guillemets rien demandé à personne. Je faisais mon petit bonhomme de chemin en faisant mes trails, sans entraînement, en ayant voilà, quelque chose de complètement déstructuré, mais juste pour me faire plaisir à la semaine travailler
faire 2 heures de footing, le week-end faire mes sorties longues, à championne du monde. On m'a dit, on m'a mis le manteau, on m'a mis la veste de championne du monde et sur les épaules et démarre-toi ma grande maintenant, tu vas avoir cette chape toute ta vie, Et quoi, en gros. qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là? Et ben, en fait, à Là, ce moment-là même, moi, j'étais sur mon petit nuage, je me suis dit, c'est génial, je vivais que des superbes émotions, etc. Voilà, à ce moment-là même, c'était juste une joie immense. Sauf qu'en fait, ce que je me suis pas rendu compte, c'est que voilà, maintenant j'avais le statut de favorite qui me collait à la peau bah, pour la fin de ma vie d'athlète. Et la course que j'ai faite juste après, c'était 2 ou 3 semaines après, c'était les championnats d'Europe de course en montagne, où finalement je suis venue un petit peu naïvement, je m'étais pas trop posé la question, j'ai dit bah chouette, hein, je vais revivre cette expérience, ça va être génial. Et en fait, il m'est arrivé que cette course, je suis passée mais complètement à côté avec des grosses, les jambes tétanisées, des jambes super lourdes, j'arrivais plus à monter. C'était qu'une montée sèche de 10 km, mais je suis arrivée, je sais pas, peut-être dans les 30e. Enfin, je suis passée complètement à côté de cette course. Bon, et là, je me suis dit, mince, en fait, il a fallu que je confirme en fait ce statut Mhm. de championne du monde que j'ai eu. Et je me dis, mais est-ce que j'avais cette légitimité finalement d'être championne du monde? Et en fait, j'ai passé un été assez difficile en train de me dire, j'ai ce statut, mais alors là, il est complètement remis en cause. J'étais peut-être excellente sur une course. Bon, tant mieux, hein, c'était les championnats du monde, mieux vaut ça plutôt qu'une course, qu'une course de quartier. Mais j'ai dû passer cette phase où il a fallu que j'assume mon titre. Et ça a été un petit peu difficile. Heureusement que voilà, j'ai été un petit peu encadrée aussi par Philippe, voilà, qui a toujours trouvé les bons mots. Et quelques mois plus tard, il y a eu les championnats de France. Et là, à rebelote, la première moitié des championnats de France, c'était à Méribel, c'était un 20-25 km. Et ben, les 10 premiers kilomètres, pareil, les jambes lourdes, tétanisées sur la première montée. J'étais 10e féminine. Je me suis dit, mais non, mais en fait, là, j'ai 2 solutions, quoi. Soit j'abandonne, j'arrête parce que j'avais des très mauvaises sensations, je me sentais vraiment pas bien. Mais je me dis, par contre, là, si tu abandonnes, c'est bon, quoi. Euh, entre les championnats d'Europe où tu es passé complètement à côté et là où tu abandonnes, voilà, tu arrêtes le haut niveau, quoi. C'est pas fait pour toi. Ou soit je continue, mais voilà, tu acceptes que bah, tu sois 10e féminine et que finalement, ben, tu as juste été excellente sur une course. Et puis là, vraiment, il y a le mental qui a continué. Dis-moi, allez, continue, continue, parce que de toute façon, rappelle-toi pourquoi tu es là, rappelle-toi pourquoi tu fais de la course à pied et du trail. C'est juste parce que tu aimes le sport. Et ce que tu aimes, voilà, t'aimes le sport. Donc, fais ce qui continue à te plaire, t'aimes courir, et ben continue à courir. Et du coup, je dis, bon, allez, arrête. Je me suis arrêtée, j'ai arrêté de me poser des questions et mes jambes ont continué de courir jusqu'au sommet de la montagne où j'ai croisé Mathieu. Ça m'a redonné un petit regain d'énergie. J'ai croisé Philippe et je lui ai juste dit, je suis désolée. Et il m'a dit, arrête de raconter des conneries et continue, quoi, cours. Ouais. Arrête de raconter des conneries et cours. Et en fait, de fil en aiguille, les sensations sont revenues. Et puis bah, tu redépasses des filles, voilà, ça te fait un petit peu du bien. Mhm. Et jusqu'à ce que 2 kilomètres avant l'arrivée, ben, je double la deuxième, qui était Christelle de Waal, et je finis première. Et en fait, finalement, là, j'en ai encore des frissons parce que ça a été magnifique, parce qu'en fait, ce titre de championne de France et cette arrivée en 2019, en août, à Méribel, en étant première et championne de France, en fait, ça a été plus qu'un titre de championne de France. Ça a été, Une bagarre, c'est en fait. bon, Ouais, c'est ça. c'est bon, j'ai validé et j'ai confirmé. Et non, j'ai pas été championne du monde par hasard, j'ai validé. Et en fait, T'as pu lâcher prise, en fait, parce qu'en fait, j'ai j'ai pu lâcher l'impression. Ouais, c'est prise. ça. Mhm. Et en fait, c'est très difficile, là où je veux en venir. Il y a aussi ça, en fait, le côté Ouais, mental, c'est quand tu es athlète de haut niveau, eh ben, c'est difficile d'avoir de toujours d'avoir de prouver de aux toujours devoir autres. te prouver, d'avoir Prouver aux ce autres aussi, puisque tu statut, es prouver sensible au aux regard des autres. autres aussi, tu l'as dit. Exactement, Mhm. exactement. Et moi, c'est vrai que quand je voyais des fois sur les réseaux
des gens qui doutaient, oui, enfin, quand même, elle sort d'où, celle-là, on la verra qu'une fois, etc. Et moi, ce que je trouve ça beau dans la vie d'athlète, c'est de pas de faire un one-shot, quoi. C'est de continuer et de montrer que oui, on arrive à être à haut niveau et on arrive à être à haut niveau sur du long terme. Et ça, tu vois, voilà, tu voudrais vraiment parler du mental. Bah, ça, je trouve ça difficile quand tu es Mhm. athlète de haut niveau de prouver que d'arriver à surpasser ce statut. Ouais, tu Et je l'as fait avec pense que tes tout le outils monde hein, n'est pas aussi. Ouais. capable. Tu l'as fait avec Je l'ai tes fait avec outils. mes outils. Ouais, Exactement. Et le fait d'avoir une vie, voilà, un peu équilibrée Mhm. aussi avec mon métier me permet aussi de me dire, bon, voilà, de relativiser et de se dire, euh, c'est- C'est un outil à c'est- relativiser, hein. C'est très important exactement. parce que ce que tu évoques là, en fait, c'est typique hein, qu'on retrouve aussi dans les accompagnements mentaux même de grands chefs d'entreprise. C'est ce qu'on appelle le phénomène de l'imposture, ce qui n'est pas un syndrome. Le phénomène de l'imposture, c'est qu'à un moment donné, il faut toujours reprouver la capacité à laquelle on est excellent et reprouver l'excellence. C'est très difficile parce qu'il faut être très performant. Donc, tu as eu tes outils à toi, mais c'est vraiment ça. Voilà. Et ça, c'est vrai que le phénomène de l'imposteur, alors moi, c'est Mhm. drôle que tu dis c'est pas le syndrome parce qu'on dit tout le temps, moi j'ai l'impression d'avoir tout le Hein. temps ce syndrome de l'imposteur C'est ça un ou le phénomène, en fait. phénomène Mhm. parce que je suis tout le temps en train de me demander, voilà, bon, maintenant j'ai un peu affirmé, oui, bon, c'est bon, Mhm. j'ai affirmé ce statut et maintenant les cours, j'arrive beaucoup plus à les appréhender parce que me mets pas la pression de oh, j'ai ce statut donc il faut que je le prouve ce statut parce que bon, je considère qu'avec le palmarès que j'ai actuellement, voilà, j'ai droit de passer à côté d'une course quand on est double Bien championne du sûr que monde, tu as quand le on droit. a gagné. Donc oui, mais il faut l'accepter. Il faut l'accepter. Par contre, des fois, je me demande, je me pose toujours la question de comment j'ai réussi à aller à ce niveau avec mon passé. J'ai pas de passé de sportive. Comme moi, quand je lis tous les livres de physiologie ou scientifiques, etc., en toute logique, avec le passé que j'ai eu de grosses fêtards, d'être quelqu'un qui prenait pas trop soin et qui faisait pas de sport, j'avais pas trop de logique à avoir des capacités physiologiques Ouais, comme je les ai actuellement. mais tu es bien C'est là où accompagné j'ai ce aussi. phénomène. Tu es bien Oui, accompagné aussi. C'est ça aussi. exactement. Tu parlais tout à l'heure du regard, enfin, du regard des autres. Il est essentiel aussi dans la mise en perspective d'une bonne performance parce que le regard des autres peut aussi, entre guillemets, être délétère pour une performance. C'est-à-dire que si on pense en permanence, finalement, le roi soleil, qu'on doit être exceptionnel vis-à-vis des yeux des autres, et tu l'as dit tout à l'heure, et on l'a même évoqué en introduction, tu vas aller chercher de plus en plus là à aller explorer finalement et grosso modo rejouer, t'amuser, à aller contempler le paysage. Et on dit, hein, les outils qui sont essentiels, c'est le regard des autres est peut-être très dangereux finalement au bout du compte. Est-ce que par contre le regard des siens est important, mais le regard des autres finalement de ce qu'on pourrait réussir mais aussi échouer peut être aussi délétère pour une performance. Est-ce que ça te parle? En fait, quand j'ai dit regard des autres, Oui, c'est pas tellement le regard des autres. Moi c'est vraiment les émotions que j'arrive à faire oui, transmettre aux autres. Mais en fait, je n'arrive à pas à me détacher quand même de ce que peuvent croire. Enfin, maintenant, effectivement, avant, j'étais un peu plus sensible. Quand j'avais toujours l'impression de devoir prouver que je méritais ces titres et que je méritais la veste voilà, de favorite. Maintenant que je l'ai un petit peu prouvé, le regard des autres, clairement, il m'importe peu, surtout si, d'autant plus si les gens, je les connais pas. Non, mhm, ce dont je vais me nourrir, c'est vraiment de l'émotion que j'arrive à transmettre aux autres. Et ça, je le retrouve bah, chez mes proches, chez mes parents qui sont pas un brin du tout sportifs, mais par contre qui sont mes premiers, mes premiers fans et toujours à me suivre et qui ont découvert le sport et le trail grâce à moi et qui sont voilà, enfin, les premiers à avoir le classeur avec, avec tous les articles qui ont pu paraître dans tous les journaux, ou que ce soit avec Mathieu, voilà, qui soit émotionnellement, enfin, lui, il est très, il a des émotions très profondes et très intenses, et moi, j'adore transmettre ça.
ou avec ce que je ressens maintenant que je suis avec Evadict, c'est incroyable ce que j'arrive aussi à, enfin les émotions qu'on arrive Avec les à se filles, hein, c'est un transmettre team ensemble de filles, de avec femmes. les Hein. Ouais, c'est filles ça. et même les Mm. Evadict, Avec Philippe, euh, Propage, les décathloniens, ouais, puis tous ceux mm, qui travaillent tous ceux qui pour travaillent là. Evadict, c'est vraiment ça, on les voit pas non plus, mais il y a une petite 25, ils sont 27 à travailler dans le truc d'Evadict et la CCC, ils étaient tous là parce qu'ils faisaient du comptage, etc. Et ils étaient tous, c'était incroyable. À chaque fois que je fais une course, ils ont un groupe, ils sont là en train de me supporter, d'être derrière moi. Et voilà, moi j'aime beaucoup. Donc c'est pas tellement le regard, c'est voilà, c'est Ouais, toute l'énergie c'est. et les émotions Mm. qu'on peut se transmettre entre nous. Hein. Je dis pas que c'est moi qui leur transmets parce que eux aussi m'en donnent. Donc il y a ce côté-là qui me transcende et qui me permet de m'élever. Ouais. Ouais, on parlait tout à l'heure d'outils, tu vois, en fait, sans le savoir, comme Jourdain faisait de la prose, hein, mais ta nourriture, en fait, mentale, ce sont les émotions. Et les émotions, en fait, elles sont au centre du processus décisionnel. Ce que dit Antonio Damasio, c'est au centre. Et en même temps, ce que dit aussi un autre chercheur, hein, c'est durant l'exercice, la régulation émotionnelle permet la régulation physiologique. Donc, on ne s'imagine pas, mais en fait, tu es, quand même très en avance en fait, sur les recherches actuelles qui sont reliées finalement à l'émotion, à la décision, parce que tu vas te nourrir finalement, cette émotion, elle va nourrir ta prise de décision et tu vas te concentrer en fait beaucoup sur ton effort, ce qui va permettre aussi d'apporter beaucoup d'énergie. Alors que d'autres, l'émotion, la charge émotionnelle, hein, c'est vraiment des recherches actuelles, elle va s'évaporer, on ne sait pas trop où on la met. Toi, tu sais, c'est tes proches en fait. C'est les proches qui sont au bord du terrain, Mm. c'est les personnes dans l'entraînement qui vont te nourrir, et ce qui va te permettre certainement aussi d'aller plus loin, et plus loin dans la performance. C'est un petit peu ça qu'on pourrait dire, le côté Et oui, émotionnel. Mm. exactement. Et puis même, j'ai envie juste de rebondir parce que je te parle de mes proches, mais rien que là, par exemple, si je veux te parler de faits très récents, là, je suis en train je fais une saison de cross, donc un effort intense où on est dans le lactique pendant une trentaine de minutes, où on pourrait d'avoir l'impression d'être focus sur son effort. Et finalement, je me suis rendu compte que j'ai retrouvé aussi des des petites choses que je fais en trail, je fais faire aussi en cross. Alors là, pour le coup, l'ambiance, elle est dingue en cross. Hein. Surtout que là, moi, j'en ai fait en Bretagne et en Normandie. Et c'est vraiment un des endroits où c'est très... Enfin, c'est comme le trail à La C'est Réunion, hein, très les crosses en... populaire, très Voilà, les populaire. crosses en Ouais. Mm. Bretagne. Et il y a du monde, mais partout sur les sentiers qui crient. Et moi, j'aime beaucoup lever la tête et regarder des gens et capter leur attention, même si ça peut être des gens que je connais pas. En plus, la plupart, eux me connaissaient. Donc, c'était beaucoup de Allez, Blandine. Et là, je lève la tête, je regarde les gens. Ça peut pas, ça peut être juste une fraction de seconde, mais un regard comme ça croisé, ça me donne, je sais pas ce qui se passe en moi, mais ça me donne de l'énergie. Même des gens que je connais pas, qui me supportent et qui me disent, qui m'encouragent et qui me disent, allez Blandine, là je lève la tête et je croise le regard et je me nourris de leur énergie. Et c'est, voilà, il n'y a pas forcément que les proches en fait, hein, même des gens inconnus. Je Mhm. trouve ça beau parce que la nature humaine doit y avoir des énergies entre humains Certainement. qui, voilà, Mais en tout cas, c'est toi, de c'est ta l'énergie comme ça. nourriture. C'est ta nourriture mentale. Exactement. C'est celle qui J'ai est. Parce que l'impression de leur tirer un petit peu de leur énergie de leur batterie et qu'ils me rechargent comme ça une fraction de seconde. c'est ce qui te permet d'avancer parce que ce qu'il faut dire aussi, c'est que certains, justement, vont pas oblitérer hein, ce versant émotionnel, ils vont un peu le chasser pour dire je vais être vraiment dans le côté tactique, technique, etc. Mais on est dans des épreuves très très longues où la fatigue elle arrive et le versant émotionnel peut surgir. Donc effectivement, c'est aussi important de comprendre nos émotions et de les accepter parce que les émotions, c'est le cerveau limbique, hein, enfin, tu es médecin, hein, médecin gynécologue, tu connais un petit peu ce fonctionnement hein, du cerveau limbique et puis après des décisions du cortex préfrontal, mais il faut laisser aussi, peut-être, est-ce qu'on oublie parfois que dans la course à pied, de se laisser un petit peu aller à nos instincts, à nos émotions, c'est un petit peu dommage aussi parfois, qu'on soit trop rivé sur le chrono ou trop rivé sur des choses très très techniques et tactiques. Ah bah oui, tout à fait. De toute façon, pas plus tard que ce matin, hein, j'écoutais j'écoutais des podcasts et
effectivement, je ne sais plus qui disait ça au JO de Tokyo, mais un entraîneur de l'INSEP qui disait maintenant, en fait, on a déjà tout exploré au niveau physiologique, au niveau données, etc. Mais l'avenir au niveau du sport, c'est le mental. Parce que c'est la chose qui va faire vraiment la différence. Et effectivement, on a beau être le plus fort sur le papier parce qu'on fait le meilleur chrono, etc. Si derrière, il n'y a pas cet aspect, on se laisse, voilà, il n'y a pas cet aspect de mental, ça va être difficile, hein. Ce qui fait la différence voilà, entre un champion et un athlète, enfin, un vrai champion et un athlète qui aura toutes les compétences physiques et physiologiques, je pense que ouais, c'est cet aspect mental, ouais. Ouais, alors, Gérer ouais. la pression du haut niveau, par exemple, c'est pas donné à tout le monde, hein. Ça s'apprend et Mhm. Oui, on est quand même encore à la découverte de pas mal de choses dans la prépa mentale, mais ça englobe, on le disait justement, quand on commence à poser la question sur la définition, c'est très vaste parce que ça englobe toute la personne. Nos connexions, c'est quand même les cerveaux qui, à un moment donné, sur les fonctions exécutives, vont nous permettre de faire bouger notre corps. Bon, après, il y a des fonctions, on va dire, automatiques, mais moi, je voulais revenir sur un petite chose quand même aussi. On va pas complètement bifurquer, mais tu es une athlète en fait qui a une grosse carrière professionnelle depuis peu, mais finalement depuis peu, hein, deux titres de championne du monde, on le rappelle, 2019-2020. Mais tu as aussi une carrière professionnelle, puisque tu es médecin gynécologue avec des études quand même, on sait, assez lourdes. Et tu es en poste, hein, il me semble, sur Mende, justement. Est-ce que tu arrives à gérer, parce qu'on parle de charge mentale, et là, il y a certainement le public féminin, on parle souvent de la charge mentale. Au quotidien, est-ce qu'on peut parler de charge mentale? Est-ce que le fait d'aller courir permet de diminuer cette charge mentale? Est-ce que c'est un vrai équilibre de pouvoir, est-ce que tu le trouves justement cet équilibre dans cette charge mentale? ben, finalement, tu vois, je vais te répondre. Je pense pas que tu te serais douté de cette réponse, mais moi, je pense que le fait d'avoir un métier ou d'être gynécologue, ça me réduit en fait ma charge mentale. Mhm. Ça me réduit ma charge mentale au niveau sportif. Et puis, bah, du coup, aussi, le fait de faire du sport, ça me réduit effectivement ma charge mentale au niveau de mon métier, enfin, au niveau de ma profession de gynécologue. Mais ce que je veux te dire, c'est qu'effectivement, bah, enfin, c'est ce que j'ai expliqué un petit peu au début du podcast. Quand j'ai des grosses compétitions ou quand je dois courir, euh, euh, quand j'ai des séances qui sont un petit peu difficiles ou des grosses compétitions qui sont des gros, Gros des gros challenge. objectifs, Mhm. des gros challenges. Le fait, moi, je trouve, d'avoir ce métier à côté, voilà, ça me permet de me dire, bon, c'est très bien, mais voilà, je gère mieux la pression. Parce que d'une part, comme je te dis, si jamais ça se passe mal ou il y a quoi que ce soit, j'ai quand même quelque chose qui me passionne aussi à côté. Donc voilà, c'est encore une histoire de relativiser, de se dire bon, très bien, ça reste, c'est du sport, mais c'est pas ça il y a pas que ça qui me fait vivre. Il y a aussi, bah, dans mon boulot de tous les jours, c'est quand même, on a quand même un métier qui est je pense que c'est une des spécialités les plus stressantes quand même parce que ce dont on se rend pas compte, c'est qu'on soigne quand même deux êtres vivants, Ouais. Ouais, vous donnez la dont vie. une qui est une femme jeune qui est censée être en bonne santé, donc une femme enceinte jeune qui est censée être en bonne santé, et l'autre qui est un bébé qui ne demande qu'à vivre et qu'à démarrer une vie enfin la plus longue possible et aussi qui est aussi censée être en bonne santé. Et nous, on a géré ça. Il y a beaucoup d'urgences, beaucoup de choses qui font que, enfin voilà, des fois j'ai des césariennes à faire où en 5 minutes il faut que j'extrais un bébé. Et pourtant, j'arrive quand même à être voilà, à être sereine. Euh, Peut-être aussi grâce au sport, hein. Bon, après, voilà, c'est vraiment enfin, des échanges. Le sport m'aide à être sereine dans le travail de gynécologue et inversement. Mais quand on vit des choses comme ça au travail,
franchement, quand je suis sur une ligne de départ, je me dis, bon, ça va, moi, je pense que j'ai vécu voilà, le vrai stress. C'est bien d'avoir du stress quand on court, mais c'est pas du mauvais stress qui me fait perdre mes moyens. Voilà. Il y a une, Après, il y j'ai a eu une aussi. confusion dans les stress souvent, parce que le stress, il est physiologique, tu le sais comme moi. Après, c'est un état Ouais, émotionnel qu'on conserve ou pas, de la peur ou de la colère, des choses comme ça. Mais le stress, il est utile. Mhm. ouais, exactement. Et puis, bah voilà, comme tu dis, oui, aussi, ben, quand je finis mes gros blocs d'astreinte, ça me fait aussi du bien d'aller m'aérer l'esprit et d'aller courir pour un peu voilà, se défouler. Mais je pense, tu vois, à l'heure actuelle, j'ai vraiment trouvé mon équilibre. Alors, j'ai diminué mon activité professionnelle parce que pour être honnête, il y a un an, j'ai fait un petit surmenage. Je Mhm. faisais tout à 100%. Je faisais mes études, enfin, je faisais le sport à temps plein et aussi le travail de gynécologue obstétricien à 100%. Il y a eu un moment où je me suis rendu compte que je prenais ni plus plaisir dans le travail, ni plus plaisir dans la course à pied, que Ouais, j'avais c'est deux métiers, en la, fait, à part entière. Exactement, hein, que j'avais la boule au ventre quand je devais aller faire une séance parce que je savais pas quand est-ce que j'allais la caser et que j'allais traînant des pieds à l'hôpital parce que ça me faisait plus plaisir d'exercer mon métier. Donc là, j'ai décidé de faire quelque chose et maintenant je fais, on va dire, un temps partiel et j'ai vraiment trouvé mon équilibre et franchement, je pense que je pense pas que je serais meilleure si je faisais que du sport, si je faisais mon Ça- métier professionnel à 100%, parce que j'aurais pas cet équilibre, j'aurais pas cette même état d'esprit sur une ligne de départ, parce que je pense que je me dirais, bon, là, ma cocotte, c'est ce qui te fait vivre. Si tu n'arrives pas à ça, tu as mis tout, t'as mis toute ta vie entre parenthèses et tout ce que tu fais, toute ta vie est orientée pour ça, donc là, tu as intérêt à réussir. Là, c'est vrai que bah voilà, dans ma vie de tous les jours, bah, j'ai pas de frustration, enfin voilà, j'ai moins de frustration parce que je me permets des petits plaisirs au quotidien, je me permets de faire d'autres choses et ça me permet voilà, d'appréhender de façon plus sereine les compétitions et preuve en est, ça m'a pas mis de bâton dans les roues et je réussis quand même bien comme ça. En tout cas, on te félicite parce que tu es une belle ambassadrice de montrer qu'on peut avoir un métier et un métier à haut niveau, hein, parce que c'est des études et c'est un métier à grosse, grosse responsabilité et mener de front aussi une carrière sportive, on va dire, de haut niveau. Bravo. Quand on le voit aussi, parce que on est quand même dans une professionnalisation de plus en plus dans la pratique du trail. Donc, il y a des personnes qui se posent des questions quand ils arrivent à un certain niveau, puisque tu es dans un team, hein, le team Evadict avec Philippe Propage et avec toute une équipe derrière de féminines. Mais voilà, on peut toujours aussi basculer de l'autre côté. C'est pas le mauvais côté, mais c'est vrai que on voit aussi, je voudrais avoir ton avis là-dessus, et ça fait partie aussi d'un certain mental de côté addictif, où on voit de plus en plus de phénomènes de REDS que tu connais, dont tu parles d'ailleurs dans des podcasts qui sont importants, de manque finalement, d'addiction qui peuvent devenir des dépendances et être délétères aussi pour la pratique des sportives notamment. Ton avis par rapport à ça? Bon, la vie, c'est encore une question Ouais, bien vaste, hein. Moi, ouais, je déplore un peu tout ça, effectivement. Alors, je, j'ai démarré il y a pas très longtemps, hein, le haut niveau. Et puis, je me rappelle, il y a quelques années, je suis arrivée là-dedans. J'ai découvert l'équipe de France, le trail à haut niveau, les professionnels, les gens qui en font. Enfin, voilà. Et j'étais un petit peu naïve et j'ai trouvé que c'était voilà, le monde des bisounours, c'était génial, etc. Et en fait, bah, plus je mets mon nez là-dedans et plus je me suis. Enfin, j'ai découvert voilà, que finalement, bah, le sport, c'est pas que finalement, à haute dose, bah, c'est pas que ça peut être même délétère pour la santé. Et c'est vrai que je suis passée d'une pratique ou enfin, du sport qui me paraissait être que du sport santé à voilà, finalement, les mauvais côtés du sport à ce niveau-là. Et facilement et plus.
qu'on ne peut le croire, effectivement, on peut tomber dans ce schéma d'addiction au sport. Et en fait, finalement, ça devient très facilement un cercle vicieux. On veut en faire toujours plus. On, donc, ça devient une drogue, hein, comme Mhm. n'importe quelle, Bien quelle sûr, on dépendance. Et puis sécrète après, des il y a le opioïdes d'ailleurs, et pas mal d'endorphines, exactement. etc. Et puis après, il y a tout ce qui est côté alimentaire. On a du mal à équilibrer parce que on en fait beaucoup trop. Donc même si on a l'impression d'avoir une alimentation équilibrée et assez bas et en quantité entre guillemets normale, mais en fait c'est pas la même normale pour nous. Donc après on devient un déficit énergétique. Après il y a ce problème effectivement de perte de motivation et de raidesse et de blessures. Et c'est très fréquent finalement, plus qu'on peut le croire dans le haut niveau. Donc, ta question est un peu vaste. Quel est mon Oui. avis? Mon avis, c'est que c'est pas bien. Mais mon avis, c'est qu'il Mais il faudrait que faut ce avoir une soit un question peu ouverte plus. parce que ça permet d'avoir Il justement des faudrait avis. que ce soit plus contrôlé et surtout Ouais. qu'on démystifie ça, qu'on ne Mhm. banalise pas en fait. Le problème, c'est que ça devient un peu banalisé. Après, si tu veux que je te donne un peu mon côté aussi gynéco, c'est que moi j'en suis beaucoup, on en vient beaucoup, on vient beaucoup vers moi parce qu'en fait, le REDS chez la femme, le premier signe clinique moi, c'est juste l'iceberg, enfin la face, la face qui est montrée de Mhm. l'iceberg, sauf qu'en fait tout ce qui est caché derrière, c'est au-delà C'est au-delà beaucoup de de l'aménorrhée, déficiences. Mhm. voilà, il y a beaucoup d'autres problèmes et que c'est vraiment une prise en charge qui devrait être multidisciplinaire. Mais mon avis, c'est que dans le sport, et puis, j'ai failli dire dans le sport de haut niveau, mais en fait ça concerne tous les athlètes, hein, beaucoup même les amateurs et les récréatifs. Hein. Faut vraiment faut vraiment essayer de mettre le doigt dessus. Et la première étape, c'est de s'en rendre compte, de le, et de le prendre en charge très rapidement, parce qu'une fois qu'on rentre dedans, c'est difficile Mhm. de s'en Mais sortir. Et oui, le sport, enfin, le sport, c'est bien parce que normalement, enfin, le sport ouais, bien-être peut devenir facilement ouais. euh, enfin, un Oui, oui, sport délétère. c'est là où la question était très ouverte, mais en fait, j'ai comme l'impression aussi, c'est pour ça l'interview, on est très heureux de t'avoir parce que on a comme l'impression qu'il y a du sens aussi dans ta pratique. C'est-à-dire du sens, c'est finalement mettre des challenges, des finalités, mais ordonner aussi sa vie, contrôler à un moment donné aussi un peu sa vie, parce que si on ne l'ordonne pas et on ne la contrôle pas un minimum, c'est-à-dire que si on n'a pas forcément un travail ou quelque chose qui nous permet, parce que quand on est arrêté, je vais revenir à tu as été opéré quand même en avril 2022 d'une endofibrose de l'artère iliaque externe, hein, c'est rare d'ailleurs dans le trail, c'est souvent en cycliste, hein, je crois que Pauline Mm. Ferrand-Prévot avait été opérée. Bah, en Ouais. fait, tu as été quand même dans l'acceptation de pouvoir te faire opérer, tu l'as même choisi. Donc, ça veut dire que tu es passé aussi par cette phase-là, qui a pu aussi, là, on est vraiment dans le côté mental, c'est-à-dire tu t'es quand même projeté dans l'attente de pouvoir recourir derrière, mais sans être finalement hyper pressé, hyper addict. Tu vois, enfin, c'est ça aussi, enfin, le message peut-être aussi à faire passer. Effectivement, parce que c'est vrai que je côtoie beaucoup d'athlètes hein, à haut niveau ou récréatifs, comme je te dis, qui effectivement ont un peu ces problèmes de bigorexie et d'addiction au sport. Et alors, dès qu'ils sont blessés, c'est très compliqué. Ils ont l'impression de plus se reconnaître, de plus exister. Et puis, je pense qu'il y a probablement aussi ce manque, ce gros manque, et leur vie, entre guillemets, s'effondre. Et c'est vrai que moi, j'ai de la chance je pense que j'ai vraiment la chance de pas avoir ça parce qu'effectivement, quand j'ai dû me faire opérer, donc encore une fois, c'est moi qui l'ai décidé parce que je pouvais plus supporter de souffrir comme ça quand je courais. Il a fallu vraiment que pendant 6 semaines, un mois et demi, je ne fasse plus aucune activité sportive. Et là, pour le coup, c'était pas une question fonctionnelle ou comme quand je sais pas, on se fait une entorse de cheville, si on recourt, on peut se refaire une entorse de cheville. Là, c'était vraiment vital. Euh, et pourtant, moi, j'ai vraiment profité ces un mois et demi et ça m'a fait vraiment du bien. J'ai jamais ressenti ce besoin de courir. J'ai
j'ai fait plein d'autres choses. En fait, je me suis pas du tout. En plus, bah, pendant les 2 premières semaines, j'étais arrêtée même au niveau professionnel, donc je travaillais pas non plus. Donc j'avais vraiment 2 semaines où je faisais peut-être plus de sport et plus de travail. Mais en fait, finalement, je me suis mise à me renseigner sur plein de choses. J'ai bouquiné, j'ai fait plein de. Ouais, à et là, pour profiter. le coup, je me suis un peu intéressée à la méditation, à la sophrologie, au yoga. J'ai pris beaucoup de temps avec ma chienne. Bon, ça passait aussi dans un moment où on a déménagé avec mon conjoint, donc j'avais aussi la maison à m'occuper. Mais moi, ça m'a fait du bien en fait pendant 1 mois et demi de couper en fait, de pas avoir cette pression du planning d'entraînement ou du travail. Et vraiment, je l'ai vraiment pris avec beaucoup de recul. Ça m'a fait beaucoup de bien. Et effectivement, a posteriori, je me rends compte que je suis quand même assez équilibrée à ce niveau-là et que j'arrive à vraiment à accepter à pas courir, à pas, voilà, à pas avoir ce besoin et j'en suis contente de pas tomber Mhm. là-dedans, ouais. Ouais. Et effectivement, j'essaie toujours de me rappeler de ces petits moments où voilà, où je suis assez en accord avec moi-même et voilà. Ouais. En fait, c'est vrai que ce côté de l'acceptation, on l'a vu d'entrée d'ailleurs chez Blandine Lirondelle, et c'est pour ça aussi que certainement, il y a aussi de la performance derrière. Il y a beaucoup de choses, c'est de dire aux gens qu'on est tous fragiles et vulnérables à un moment donné, qu'à un moment donné, on pourrait presque prendre même la phrase de Socrate, hein, la chute n'est pas un échec, hein, c'est l'échec, c'est de rester là où on est tombé. Et au bout du compte, c'est ça, on avance toujours. Et finalement, c'est pas forcément un échec, c'est aussi d'aller expérimenter autre chose, explorer d'autres secteurs peut-être, et se dire, on a toujours cette vision de l'athlète de haut niveau ou de la performance, parce que la société pousse à vouloir être toujours performant, permanence, et on n'a plus le droit à avoir de la nuance, en fait. Est-ce que la nuance, c'est aussi quelque chose qui permet d'accepter quelque part dans le sport? Tu nuances aussi peut-être parfois dans ta pratique. Le côté de Euh, l'entraînement, voilà, tu, 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 tu vas t'entraîner, tu vas te préparer très fort, mais bon, après, on peut accepter à un moment donné d'être moins bien dans des phases et ah pas oui, bah, de forcément toute façon, performance. selon moi, il faut accepter enfin, Mhm. accepter sa vulnérabilité, c'est une force aussi, hein. Savoir où sont, connaître ses faiblesses, c'est une force. Savoir effectivement, on n'est pas toujours, notamment par exemple, à l'entraînement, hein, on n'est pas toujours au meilleur et à son pic de forme. Et savoir que voilà, c'est une question il y a des moments où on va être moins bien. On a tous des faiblesses, hein. Le corps, voilà, on n'est pas une machine. Et accepter ça, oui, ça permet de Enfin, accepter ses faiblesses, c'est une force et il faut pouvoir les apprivoiser et essayer d'en faire des forces pour être au meilleur pour être la meilleure version de soi-même, ouais. Ouais, c'est vrai que si on parle de ça, si on revient par rapport au mental, toi, quelles seraient en résumé les clés de la réussite mentale à ton avis? C'est-à-dire, est-ce qu'il y aurait des clés? On vient d'en parler, mais en résumé, pour les hommes et les femmes qui nous écoutent et qui adorent Blandine Lirondelle. C'est toujours des questions très larges, hein. Mais Mais encore une fois, justement, je ne ferme pas. C'est ça qui est. Faut ouais, ouvrir le mais cerveau. les clés selon moi, c'est de réussir à prendre du recul par rapport par rapport à la pratique sportive et à la performance. D'accepter effectivement que des fois on peut être moins bien ou des fois on peut pas réussir une compétition comme on veut ou voilà parce que après on va rebondir derrière et que bah toi tu as parlé de Socrate mais en fait je peux Hmm. parler de Mandela, hein, je ne perds jamais, soit je gagne soit j'apprends. Il me semble que c'est quelque Exactement. chose comme ça. C'est beau. Mhm. Euh, Aussi, par contre, voilà, aller au bout de ce que j'aime beaucoup dans le sport, moi, c'est de se donner des challenges, hein. Donc, mais chacun a son propre, chacun va avoir son propre
son propre challenge. Ça va être, je sais pas, faire un 10 km en 50 minutes ou être champion du monde. Mais il n'y a pas de... Voilà, chacun à son niveau. Mais ce qui est beau dans le sport, c'est d'arriver d'arriver au bout de 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 son objectif. À chacun son objectif, comme je le dis. Et le côté mental, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'on a décidé de prendre un dossard, ou pourquoi on a décidé de se donner cet objectif, et toujours avoir une notion en tête, même au moment difficile, de dire, bon, alors là, je suis dans un moment difficile, mais pourquoi je le fais? Et des fois, voilà, ça permet d'arriver à combattre et à passer les moments difficiles à ce niveau-là. Et moi, c'est vrai que beaucoup de fois, hein, dans les moments difficiles, je me dis pourquoi tu es là, pourquoi tu fais ça. Et en fait, de suite, ça me permet voilà, de me rendre compte que oui, si je suis là, c'est que c'est pour telle raison, et que telle raison, voilà, j'ai envie d'aller au bout. Et voilà, et effectivement, je te dis ça, ça me fait rire parce que toi, tu es le premier à dire dans les podcasts que j'écoute de toi, la première chose à faire, c'est pourquoi tu cours. Et en fait, la première fois que je t'ai écouté, je me suis dit, eh ouais, tiens, bonne question. Pourquoi je cours? Mais je veux pas avoir la Et réponse. ah, tu veux pas avoir la réponse. Et Eh, ben, je pas pense tout le que, temps. eh ben, tu sais, je pense qu'on se voile souvent la face, et que Oui. beaucoup se disent, mais non, mais je cours parce que ça me fait plaisir de courir, parce que j'aime la nature, j'aime Bien le sûr. plaisir de voilà. C'est Et quoi en le fait, plaisir? mais alors déjà, c'est quoi le plaisir? Ouais. Et j'ai envie de répondre à ces personnes. Alors pourquoi prendre un dossard? Pourquoi s'aligner une Oui. compétition? Pourquoi c'est quand même dur la compétition. C'est quand même dur de s'aligner. Pourquoi se tuer à devoir faire des kilomètres pour aller payer un dossard, aller sur une ligne de départ? Si c'est juste pour aller regarder des paysages, euh, autant faire quelque chose en off. Et moi, je me suis rendu compte, alors que je pensais détester la compétition, bah non, en fait, je me suis rendu compte que je pense que je cours, et que je me mets des objectifs parce qu'en fait, j'aime la compétition. Mais Et ça encore te une fois, nourrit. qu'est-ce que Et ça te ça me nourrit quelque nourrit? part. Et après, voilà, qu'est-ce que j'aime dans la compétition? Bah, en fait, c'est pas gagner pour écraser l'autre, hein, Pour mais battre c'est l'autre. surtout pour battre l'autre. Mais Mm. non, c'est pas non plus pour battre l'autre. Non, c'est ça. Moi, ce que j'aime de la compétition, en fait, et ce que je me rends compte, c'est que j'arrive à m'élever plus que quand je fais une séance, mais j'arrive à m'élever et à donner le meilleur de moi-même grâce aux autres, finalement. Et là, par exemple, je le vois bien en cross. Quand je regarde mes allures que je fais sur un cross, j'arrive même pas à tenir ça quand je fais un fractionné sur 5 minutes, alors que j'arrive à tenir sur 30 minutes, parce que c'est, euh, c'est, hum, c'est vraiment l'esprit, enfin, c'est ce qui m'anime, et ouais, enfin, arriver à donner le meilleur de soi-même, parce que devant, il y a quelqu'un, à plusieurs, on va réussir ouais, à aller au-delà de ce qu'on pouvait penser aller grâce aux autres, quoi, Tu grâce veux à dire, l'adversité. tu veux dire par là que le dépassement de soi, il passe par les autres? Exactement. Mhm. Tu Oui, l'exprimes oui, mieux non, que moi, mais mais non, voilà. non, 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 mais Arriver à se c'est dépasser intéressant. grâce aux autres, ouais. C'est très Et, et la intéressant. compéti- Mhm. et la compétition, c'est beau grâce à ça. Et le problème, c'est qu'en France, ou alors, Mhm. enfin, je trouve d'autant plus en France, Mhm. on a une mauvaise image de la compétition. Comme je te dis, on a l'impression que d'aimer être compétiteur, Ouais, quand je disais écraser l'autre, c'est un peu une image déformée, mais on a une mauvaise image de la ouais. compétition. D'un point de Alors, vue je trouve qu'on ne devrait médiatique pas. aussi. Mhm. Voilà, et je trouve qu'on ne devrait pas avoir honte d'être Oui, compétiteur, parce que pour moi, c'est s'élever grâce aux autres, et pas ouais. je veux être compétiteur parce que je veux gagner. Et d'ailleurs, je trouve que moi, il y a plein de belles courses où j'ai trouvé que j'avais fait des magnifiques courses, alors que j'ai pas forcément gagné, mais parce que j'ai aimé la gestion de ma course, comment j'ai vécu cette course. Et même si je suis pas première, ben, je suis très satisfaite, parce que il y a eu des moments où sur cette course, j'ai eu des bas, et j'ai réussi à surpasser ça par mes petits outils mentaux d'ailleurs, ou Mhm. parce que j'ai eu une belle gestion, Bien sûr. ou parce que c'était un moment de ma vie où je sentais que j'étais pas bien, et que grâce à ça, ça m'a permis de reprendre confiance en moi. Voilà, c'est pas forcément faire de la compétition aussi. Ouais. Quand je prends un dossard, c'est pas pour être première, mais c'est Ouais, pour, voilà, mais est-ce que, pour voilà, le chemin de moi, parcours. j'avais une
petite phrase. Effectivement, l'aspect médiatique, il est important parce que dans le travail, quand même, on garde encore quelques valeurs, mais on le voit beaucoup, hein. Et d'ailleurs, j'ai une petite phrase là-dessus, c'est une petite anecdote. Mais quand on voit beaucoup de glands à la télé, faut-il changer de chaîne? Hein, on peut l'interpréter, vous voyez. Euh, Exactement, ouais. c'est une vraie question, mais c'est vrai que parfois on est focus sur finalement des visions de la performance qui sont complètement faussées. On a les mythes, par exemple, sur l'acide lactique, ça donne des crampes. On a des choses sur la compétition, il faut absolument battre le record parce qu'on est sur un meeting. Et on a oublié que finalement, les besoins qu'on a et le besoin de se nourrir sont besoins d'appartenance, le besoin de reconnaissance et le besoin d'être aimé, tout simplement. Donc, si on nourrit un peu ces trois besoins et qu'on en a conscience, et si on les travaille, est-ce que finalement, on va pouvoir souffler un petit peu aussi parce que parfois on les a pas travaillés. Et je pense que tu les as travaillés dans le sens où justement tu as trouvé aussi ce besoin d'être aimé avec les proches, l'appartenance avec les filles, avec l'ensemble des concurrentes, et puis le besoin de reconnaissance par la compétition. Mais il est normal, il est pas à critiquer, mais souvent c'est souvent la compétition qui est mal interprétée. Ouais, exactement, c'est ce que je voulais dire. Ouais. Et je pense qu'inconsciemment, parce que j'ai pas eu, moi, encore une fois, comme je te dis, j'ai atterri dans le sport de haut niveau à 27 ans, sans avoir pu faire mes armes avant. C'est vrai que beaucoup de gens qui sont sportifs professionnels ou de haut niveau actuellement, ils sont, la plupart, hein, beaucoup sont quand même passés par du sport, pas forcément du trail, mais au moins d'autres sports quand ils étaient jeunes, où ils ont pu passer les étapes, passer un peu toutes les étapes pour se forger leurs armes à ce niveau-là. Et c'est vrai que moi, j'ai dû voilà, apprendre un peu dans la précipitation et inconsciemment, j'ai dû faire ça. Et c'est ce qui voilà, c'est ce qui m'a sauvée, c'est ce qui m'a permis d'en arriver là où j'en suis actuellement. Tu me disais que j'avais une question ouverte, une petite question fermée qui est toujours embêtante Ah. aussi. J'aime bien titiller. Moi, je pose la question à tous mes invités, c'est sur la minute un peu émotion, galère, on va dire, mais expliquer une situation un peu de stress ou de panique qui peut être amusante aussi, que tu as pu vivre dans une course ou dans ta pratique, plutôt dans la pratique de l'endurance, on va dire, où tu n'as pas forcément pu gérer. Et oui, Ben, en fait, j'aurais. Le problème, c'est que j'en ai déjà parlé là, ce que tu oui, me dis là. oui, on Ce, peut ce serait. développer, hein, pas de souci. Ouais, bah, en fait, ce serait soit ma période où j'ai eu ma période de surmenage hein, Mhm, l'année dernière, où en fait, ça s'est vraiment. Je m'en suis pas rendu compte jusqu'à ce que je fasse le marathon du Mont Blanc l'année dernière. Et qu'en fait, déjà, en fait, je sentais que déjà, professionnellement, mhm. Ça montait. je m'épanouissais plus dans ce que je faisais. Et même, comme je te disais, dès que j'avais une séance à faire, tous les dimanches soirs, je regardais mon planning. Je me dis, oh là là, mais comment je vais gérer cette séance? Comment je vais réussir à la caser? Et j'en devenais pas très, voilà, j'en devenais plus épanouie ni dans ma pratique professionnelle, ni dans ma pratique sportive. Et au marathon du Mont Blanc, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, je pense. Et déjà, le matin même, je me réveille. Je me dis, mais qu'est-ce que je fais là? Je Mhm. m'échauffe Ça, et c'est une j'avais minute galère, ça. aucune envie Mhm. aucune envie de prendre le départ, aucune envie de me battre. Vraiment, j'étais avant, j'ai fait le trajet, j'ai le dossard sur moi, mais alors, j'en ai pas envie. Et effectivement, j'ai fait la course. Bon, comme par hasard, mais ça, je pense que c'est la tête qui a fait déclencher ça. Je me fais une cheville dans la descente en moitié de course. Et là, j'étais à deux doigts d'abandonner. Mais je pense qu'en fait, j'avais juste envie que mon corps me dise stop. Mhm. Ma tête ne voulait pas prendre la décision de s'arrêter. Donc, elle a envoyé un signe à mon corps, tords-toi la cheville, pour dire stop. Sauf qu'en fait, je suis un petit peu plus il m'en faut un petit peu plus que ça pour Ouais, m'arrêter. il en fallait Donc j'ai plus. quand même, il m'en faut plus. Je suis un petit, voilà, j'avoue que je suis un peu une tête de mule. Donc j'ai quand même continué malgré vraiment l'envie qui n'était pas du tout présente. J'ai continué. J'ai fini quand même troisième, ce qui est quand même très beau. Et Très finalement, belle performance, ouais. j'ai fait quand même une belle performance. Mais tu vois, là, pour le coup, j'en garde pas un bon souvenir parce que je suis arrivée sur la ligne d'arrivée. Je suis très émotive, moi. Et en général, je pleure parce que je suis heureuse. Je suis arrivée en pleurant, mais de tristesse. Mais
même, enfin, c'était étonnant. Normalement, quand tu finis une course, tu es content d'avoir fini, même si ça a été dans la douleur. J'aurais pu être contente de me dire, oh, je me suis tendue la cheville, il y a 2 heures, j'étais prête à abandonner, et non, je finis, et je suis troisième. Eh ben non, j'ai fini de pleurer parce que j'étais à bout. Et c'est là où je me suis dit, en fait, il faut faire quelque chose. T'as même pas pris de plaisir, t'as fini, tu pleures, t'es même pas contente. Ça a été un peu un moment de galère. Et il m'a fallu, voilà. Et là, par contre, tu vois, par exemple, je me suis, c'est là où j'ai dit, prends du recul. Et je pense que j'ai dû faire 2 semaines où j'ai pas couru. Ou alors Philippe, je revois, Mhm. j'avais plan blanc. Enfin, plan blanc, j'avais rien sur mon plan. Il m'a dit, tu fais au feeling, si tu as envie de te faire 1 heure de footing avec Floki, mon chien, parce que tu as envie de courir, Ouais. va courir. Si tu as envie de faire du vélo, va faire du vélo. Si tu as envie de rien faire, ne fais rien. Mais mentalement, il faut que... chasse d'eau, quoi. Il faut que tu que t'arrêtes. Et bon, si je peux avoir un petit côté positif, hein, parce que là, je suis en train de... Non, non, mais c'est La course, intéressant parce que justement, c'est très bien. non, mais ce que C'est je veux dire, très c'est que intéressant. 3 semaines après, je me suis alignée sur Cerzinal en n'ayant pas eu du tout d'entraînement les 3 semaines d'avant assez cadré. Et Cerzinal, en fait, euh, tu vois, bah, je l'ai quand même faite. Mais je trouve que c'était une belle course de reprise parce que Cerzinal, en fait, c'est sur un, il n'y a pas tellement la pression du classement. Ça va être vraiment sur un chrono. Et finalement, j'ai fait Cerzinal, mais j'ai adoré l'ambiance. Elle était géniale. Et j'ai retrouvé des sensations. Déjà, j'ai démarré. J'avais envie de le faire. J'étais bien entourée. Il y avait mes beaux-parents qui étaient là. Il y avait Mathieu, etc. Et j'ai fait un très beau chrono. J'ai fait un moins de 3 heures. Alors que je m'attendais. J'étais vraiment partie sans aucune ambition. Et waouh, c'est bon, ça a été le déclic. J'ai fait Cerzinal. Je me suis dit, non, mais c'est bon, en fait. Et j'ai retrouvé le Le côté qui goût. m'animait, le Mhm. goût. Après, j'ai eu l'OCC et puis après, j'ai pris la décision de diminuer le travail. Mais tu vois, ça a été aussi ça le déclic. Fallait que Mhm. je... Donc, je pense que j'aurais pu... Tu vois, ouais. Et puis l'autre, ça avait été après les championnats du monde en 2019. Mais bon, je vous ai déjà raconté ça. Mais je trouvais ça intéressant de parler du marathon du Mont Blanc. Tu vois, Ouais, parce que c'est ces pleurs à la ligne d'arrivée parce que en fait, ouais, t'en as marre. Oui, mais Burn-out. non, c'est super intéressant parce que ce qu'on peut retenir aussi pour nos auditeurs, puisqu'on donne toujours des petits outils ou des petites formules, c'est-à-dire qu'à un moment donné, voilà, on vient prendre ce qu'on a envie de prendre, mais c'est que toi, tu arrives à comprendre tes émotions finalement. Et c'est ce qui est intéressant, c'est ce qui t'a permis aussi de répondre, parce que si on ne les comprend pas derrière, et finalement aussi ton entraîneur, Philippe Propage, l'a compris, c'est-à-dire il a dit, il a bien compris qu'il y avait une sorte de burn-out mental à un moment donné, bah, page blanche, c'est-à-dire qu'on ne va pas rentrer dans quelque chose de contraignant qui va permettre de rebooster un peu des choses décisionnelles, parce que les émotions, elles ont besoin d'être libérées. Et finalement, tu as pu les libérer pour retrouver le goût, l'envie, parce que c'est fondamental, hein. Ce qu'on appelle la lassitude, elle est fortement liée au mental dans les épreuves qu'on fait, parce qu'on a parfois des grosses fatigues qu'on ne maîtrise pas dans l'entraînement. Et là, c'est l'intelligence d'un entraîneur qui accompagne bien, hein. Être autonome, c'est de bien accompagner. Et Philippe et certainement les proches ont trouvé les bons mots et finalement, les bons outils pour te permettre de rebondir. Parce que finalement, si on t'avait redit derrière, la question c'est est-ce qu'on remettait un plan avec des contraintes? Est-ce que tu serais parvenu à faire un bon cardinal? C'est une bonne question. Ah bah, moi, la question, je pense que, enfin, Mhm. clairement, je pense que non. Enfin, si tu posais la question, je pense que j'aurais pas. Il m'a fallu vraiment couper. Et ce qui est intéressant, c'est que bon, maintenant, je me renseigne plus hein, sur tout ce qui est données, physiologie, etc. Je suis un peu plus aguerrie sur. Je me connais mieux aussi, donc j'arrive un peu à mieux gérer la fatigue. Je vois quand je suis à des semaines où j'ai un peu plus de charge physique, je le ressens et je sais que derrière, il va falloir que je coupe. Mais c'est vrai qu'il y a, enfin, je te dis l'année dernière, mais c'était il y a 2 ans, enfin voilà, il y a déjà 2 ans, j'avais pas du tout notion de ça, je faisais beaucoup moins attention à tous ces petits détails. Et tu vois, là où je veux en venir, c'est qu'en fait, si on s'était purement arrêté au côté performance physique et résultat, bah, finalement, troisième derrière Maud Matisse et Anaïs C'est Sabrier une au belle marathon perf, du hein. Mont Blanc, c'était quand même une belle perte finalement. Physiquement, j'avais pas de données qui me montraient que j'étais dans le déclin. Mais c'était vraiment, vraiment Mental. mentalement. Euh, et même, je me rappelle. A posteriori, je me suis rendu compte aussi il y a des fois où je revenais de mes astreintes j'avais
des crampes abdos, des douleurs. Mon corps m'envoyait des signaux. J'étais pas bien. Alors que je suis quand même quelqu'un qui, dans la vie de tous les jours, enfin, j'ai quand même la chance de jamais être malade. Je trouve que j'ai quand même Bonne une santé. santé Mhm. vraiment d'enfer. Et là, j'avais des signes, moi, un peu atypiques. Mais je me dis, oh, j'avais pas vraiment mis le doigt dessus. Et a posteriori, maintenant que je me connais bien et que je fais attention à tout ça, ouais, je me dis, mais clairement, ça coulait de source, en fait, que j'étais en. Alors, j'aime pas le mot burn-out, parce qu'un burn-out, pour moi, Mhm. voilà, c'est comme le Rett syndrome, c'est vraiment quelque chose où il ne faut pas 2 ou 3 semaines pour t'en remettre, hein. Je pense que par contre, voilà, j'allais droit dedans si j'avais pas coupé. Parce que moi, en 3 semaines, j'ai pu reprendre les commandes. Donc, c'était pas un burn-out profond, mais un surmenage, ouais. Et a Mhm. posteriori, je me rends compte que j'avais plein de petits signes comme ça et j'espère que ça va me servir de leçon. Et oui, et je pense que ça me sert de leçon parce que maintenant, je fais beaucoup plus attention à tous ces petits détails, ouais. Ouais, on parlait justement de charge mentale, c'est fortement lié au burn-out, hein. Charge mentale, c'est d'amener énormément d'informations qu'on n'arrive plus à contrôler. Et quand on sait que le contrôle, c'est un élément de départ du stress, en fait, hein. Le manque de contrôle, l'incertitude, la nouveauté, le travail sur l'ego. Mais après, on peut aussi avoir d'autres phénomènes dans la pratique du travail de l'ultra-distance, c'est notamment le bore-out ou le burn-out qu'on appelle, c'est-à-dire aussi une apathie, hein. C'est-à-dire plus du tout avoir envie, ce qui est différent, c'est-à-dire c'est pas forcément beaucoup d'informations, c'est une grande fatigue de l'organisme finalement qui va jouer sur le cerveau et plus cette envie. Donc ce qu'il faut dire à nos auditeurs, c'est ça, c'est de trouver le bon compromis dans son emploi du temps et de mettre des petites choses et parfois de savoir parfois renoncer à certaines choses ou de se challenger aussi. C'est ce que tu évoques aussi quelque part. Bah oui, effectivement. Bah, c'est vrai que pour les auditeurs, il faut trouver. Mm. Encore une fois, c'est une question enfin d'équilibre, hein, la loi Hormèse. Ouais, c'est la loi de Euh, l'Hormèse, exact. mais c'est-à-dire qu'effectivement, il faut pas que ça devienne une contrainte, une charge mentale, la pratique d'une activité physique. Mais d'un autre côté, on est tous bien d'accord qu'il y a des fois où on n'a pas envie d'aller s'entraîner. En fait, parce que la journée a été dure, parce que voilà, on a eu plein de choses dans la vie de tous les jours qu'on fait qu'on n'a pas envie. Et en fait, finalement, on va faire la séance et puis en fait, on se rend compte que c'est la meilleure des décisions qu'on a prises de la journée parce que ça nous a fait le plus grand bien. Donc c'est difficile, il faut s'écouter, mais pas trop non plus, parce que des fois, il faut aussi euh, un peu se sortir les doigts du nez. Donc, C'est ça, pour être poli. pour être poli. C'est ça. Euh, mais c'est ça qui est beau aussi dans la Mm. pratique du sport, c'est de réussir à trouver son équilibre. Ouais. Mhm. En tout cas, oui, ça fait 1h15. On va pas tarder à clore cet épisode. Est-ce que tu avais d'autres choses à ajouter par rapport à notre discussion? Est-ce qu'il y avait Et- des points particuliers que tu voulais évoquer? Tu as le champ libre. oui, Mm. oui, en fait, parce que quand tu m'as sollicité, hein, contacté pour me faire un podcast sur, on va dire, plutôt le mental et la préparation mentale, là, tout de suite, je me suis dit, voilà, je suis pas la bonne personne à contacter parce que moi, clairement, j'ai pas l'impression que ça prenne une grosse place dans ma pratique. Donc, je me suis posé beaucoup de questions parce qu'effectivement, on entend préparation mentale, tout de suite, Mhm. on va tout de suite penser à aller chez le préparateur mental et puis aller faire une séance d'hypnothérapie ou de thérapie cognitive Ouais, comportementale ou de la PNL ou enfin, non, de la ouais, programmation la programmation la neurolinguistique PNL. qui n'est pas encore prouvée scientifiquement en plus, hein. Donc Voilà. attention. Et puis, bon, je me suis dit, bon, je vais quand même pouvoir raconter des petites anecdotes, hein, ce sera toujours ça à papoter. Et, euh, et, 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 euh, et de façon, enfin, par hasard, quelques jours plus tard, on me demande de participer à une étude sur la préparation mentale. Donc, je dis, bon, bah, encore une fois, je me suis dit, je vais l'ouvrir cette étude parce que, comme tu sais, hein, une étude, faut pas toujours que ça aille dans le sens de l'étude, hein, parce qu'il faut toujours avoir des contre-exemples. Donc, j'ouvre cette chose et en me disant, ça va être facile, le questionnaire, ça va me prendre 5 secondes, vous faites de la préparation mentale, non, allez, au revoir, et puis je vais faire partie des cas qui font pas de préparation
mental. C'est Et une en étude fait, randomisée, c'est ça, hein. C'est-à-dire, il y a deux. exactement. Et Hmm. en fait, finalement, non, dans cette étude, ils m'ont posé plein de questions. Est-ce que vous faites des techniques et d'autres techniques? Et en fait, je me suis rendu compte que moi, dans ma vie de tous les jours, finalement, je fais toujours si c'est ça ce qu'on appelle de la prépa mentale, parce que moi, je suis quelqu'un qui va beaucoup prendre soin de son corps et s'écouter. Et donc, en fait, finalement, le yoga, je fais beaucoup d'exercices de respiration. Moi, j'adore me mettre sur mon lit et puis faire des exercices de respiration pour activer le nerf vague, pour activer plein de choses. Je fais aussi beaucoup de... euh, effectivement, dès que je me pose ou avant de m'endormir ou quand je vais faire un petit sieste et tout, bam, je vais faire de l'imagerie mentale et je vais m'imaginer en train de courir ou en train d'aller à fond dans les descentes parce que je sais que c'est ça ce qui est mauvais, en train de gagner une course mythique, même si je sais que j'ai peu de chances de la gagner, de me dire en fait Pourquoi ça a pas? jamais tué personne, ça a jamais tué personne de rêver, donc moi je rêve de ça, voilà, Ah, bien je sûr. m'imagine gagner des cours, je m'imagine plein de choses en fait. Donc ça, finalement, c'est une sorte de Bien sûr. préparation mentale parce C'est pas qu'on, une sorte, de, hein. Tu es en plein de- dedans. ouais, C'est-à-dire, d'imagerie positive. tu as cité trois techniques en fait qui sont tout à fait Exactement. valables et les premières, on va dire, vraiment importantes. Et puis rien que de prendre soin aussi Bien de sûr. faire un peu de relaxation, faire des bains d'eau froide, tout ça finalement, ça peut rentrer aussi dans le mental. Donc voilà, ce que je voulais rajouter, c'est que faut pas coller l'étiquette de la préparation mentale à Ouais. l'hypnothérapeute. Non. C'est C'est plein le de choses problème en fait. de la Voilà. perception et la Et, représentation qu'on s'en fait. On a souvent on parlait tout à l'heure du phénomène de l'imposture. Il est un peu relié, c'est-à-dire regarde, ce côté de blouse blanche. On croit que les préparateurs mentaux, en fait, sont des grands psychologues ou des psychanalystes, qui est faux, puisque c'est pas forcément le cas. Et en fait, l'accompagnement mental, on l'a tout le temps. Et juste pour te dire, à donner une petite étude qui a été faite, en fait, on donnait à des personnes des papiers, voilà, et de donner un degré d'importance suivant les papiers qu'ils avaient sous le nez. Et le troisième papier, il y avait à côté, dans l'entête, il y avait un petit cerveau. Et c'est celui qui a été le mieux noté. C'est la preuve que finalement, on accorde beaucoup d'importance à la perception qu'on en a, c'est-à-dire il y a un petit cerveau sur le papier, ben, on va mieux le noter, on va plus le considérer que le premier papier, alors que c'est pratiquement le même. Donc on voit bien que notre perception de la préparation mentale, elle est aussi fortement orientée avec une sorte de spécialité, etc., alors que les outils, on en a tous les jours, on vient d'en discuter. L'émotion vers les autres, ce que tu as dit, la respiration, tout ça, ce sont des outils qu'on a au quotidien, voilà, c'est ça. Mais en fait, tous les jours, en fait, on fait de la prépa mentale sans s'en rendre compte. bien sûr. Dès lors qu'on veut se faire un petit peu, qu'on prend un peu de temps pour soi, en fait, rien que de prendre du temps pour soi et voilà, pour son corps, de se rendre, voilà, de se reconnecter avec son corps, son esprit et puis même dans la vie, enfin, oui, dans la vie de tous les jours, on fait tous de la prépa mentale. C'est pour ça quand tu m'as dit la première question, qu'est-ce que c'est le mental? Bah, le mental, en fait, c'est vivre. Oui, Enfin, et tu aurais pu c'est dire notre ça, cerveau qui. et tu aurais pu dire ça, et il n'y a aucun problème avec ça. Ah Tu bah, comprends ce que je mais veux dire? j'aurais dû répondre ça parce que je me Mais suis c'est bien. étalée, j'ai parlé pendant 15 minutes à bégayer, j'aurais pu lui dire, bah, c'est vivre, voyons, Eric. Mais c'est bien, tu le dis au final, et c'est fort. Mais parce qu'en fait, tu vois, notre cerveau, on est très, très limité dans le traitement de l'information. C'est difficile, c'est une sorte d'entonnoir qui va aller chercher des fils, des émotions, les mélanges, etc. On est sur la plasticité cérébrale, hein, on le sait. Tu sais, on est toujours dans le côté, ah, j'aurais dû dire ça. C'est ce qu'on appelle la sorte de technique de l'escalier. C'est-à-dire, on va dans une réunion, on va quelque part, et puis on se fait en fait agresser, ou alors on a plein de questions. Oui, Et puis quand on descend l'escalier, on a, on sait pas oh, quoi répondre. j'aurais dû dire ça, oh putain, j'ai pas C'est été ça, bon. exactement. Et en fait, ça, c'est typique du phénomène de l'imposture. Mais c'est normal parce que notre cerveau, il est très limité. On a vraiment un Mm. petit entonnoir qui arrive avec peu d'informations. Et ce qui est important, c'est de dire que l'information qu'on est en train de discuter là, bah, elle est tout aussi intéressante, hein. Donc, il n'y a pas besoin non plus d'en rajouter. Faut aller à Exactement. l'essentiel. Je Bah, pense que ce soir, je vais ouais. me dire, oh, j'aurais dû dire ça, ça. J'ai C'est oublié pas de le grave. dire, mais Non, ça a été. j'espère que c'était quand même intéressant et que les auditeurs sont pas en train de s'endormir et de se Non, dire, non, oh, c'était qu'est-ce que... sincèrement.
On a passé un super moment. Je te remercie beaucoup, Blandine. Je te souhaite en tout cas une magnifique saison pour la saison là, qui va démarrer avec le championnat de France des trails, le championnat du monde. Bien le bonjour à Philippe, puis à ton conjoint, qui est Mathieu, qui aussi te suit, et puis à toutes les filles de l'équipe Evadic qu'on salue. Ouais. Et puis, bah, on leur dit plein, plein de bonnes choses. Et puis, certainement qu'elles vont écouter et qu'elles vont avoir des petites idées que tu y as données. Bon. Et moi, je dis bonjour aussi à toute la Réunion, hein, enfin l'île de la Réunion, On les là salue. où j'ai fait mes débuts et je sais que beaucoup me suivent et beaucoup m'attendent avec impatience pour que je revienne et voilà, ne jamais dire jamais. Donc, je reviendrai sûrement pour courir ou pour passer des vacances. Mais en tout cas, voilà, j'ai laissé une petite partie de mon cœur là-bas et ça a été de Ouais. très bons moments aussi que j'ai vécu. Ils te le renvoient. À bientôt. Portez-vous bien. On reste ensemble là, juste après. Blandine, merci beaucoup.